une des réponses qui est faite, mais pas de manière systématique, c'est de travailler en ayant soin de répondre et d'abord donc d'écouter au préalable la demande et les attentes des citoyens en imaginant et en faisant le pari que ce sera le gage d'une meilleure appropriation future, d'une satisfaction peut-être immédiate et de réponse à ce qui a pu être exprimé auprès notamment des élus qui ont été candidats et qui ont été élus en mars 2014. Au-delà de ce premier constat, il y a aussi la référence à ce qui a été la réussite d'autres villes emblématiques. On a cité tout à l'heure Bordeaux, mais Barcelone, Berlin, donc je reprends Bordeaux, Nantes et d'autres, ont réussi à résoudre cette équation un peu délicate de faire des espaces publics, des espaces de proximité qui sont à la fois appropriés, qui sont le signe d'une vraie qualité de vie de ces territoires et qui en même temps contribuent à leur notoriété. Qualité de vie, qualité urbaine deviennent aussi des éléments de cette attractivité. Donc face à ces constats, face à ces pistes qui s'ouvrent, comment faire autrement la ville? Comment expérimenter des modes de fabrication qui associent un triptyque que vous connaissez sans doute, qui est la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le troisième partenaire qui est plus difficile à mettre en place, la maîtrise d'usage. Ces modes de faire illustrent deux concepts que la ville agile et l'empowerment citoyen qui a déjà aussi été cité. Donc ces modes de faire ont plusieurs mérites. Ils ont d'abord le premier mérite, même si ça peut être discuté, d'être inclusifs, au sens où ils s'appliquent aussi dans les quartiers sensibles et participent à une intégration des populations qui le plus souvent se sentent écartées et illégitimes pour donner leur avis et être force de proposition. Ces modes de faire contribuent aussi à développer un sentiment d'appartenance comme d'identité partagée. Deuxième mérite, ils permettent de répondre aux enjeux de court et moyen terme, par le côté itératif, par le côté incrémentiel des aménagements qui en découlent. Sachant que la consolidation des aménagements n'intervient qu'une fois qu'ils sont adoptés et validés par les usages. Ils ont le mérite aussi d'être moins coûteux, sans pour autant prôner les aménagements low cost, mais ils sont moins coûteux, ne serait-ce que parce que, a priori, et c'est le constat qu'on peut faire, il ne faut pas les refaire tout de suite après, et parce que l'expérimentation ne demande pas de matériaux dispendieux ou d'installations lourdes. C'est l'exemple de l'urbanisme tactique qu'on peut illustrer par quelques exemples. Le BIP-ZIP à Lisbonne, le programme Transforme ta ville à Montréal, From Pavement to Parks à San Francisco, etc. On l'a appliqué à Rennes dans des opérations de réaménagement d'espaces de proximité dans les quartiers, avec des chantiers ouverts, avec des discos souples, des graphes au sol, des jardins éphémères dans certains quartiers. Alors c'est vrai que c'est surtout des quartiers sensibles. On peut se poser la question d'ailleurs, est-ce que la co-construction d'espaces publics est seulement destinée aux quartiers sensibles? Au-delà de l'attrait et de l'originalité de ces méthodes, de leur capacité à aider à imaginer d'autres espaces publics en ambitionnant de repositionner les habitants au cœur du processus créatif, ces opérations soulèvent quand même des objections et des craintes, en particulier parmi les élus, et les services techniques et les professionnels. Et ces craintes ne relèvent pas seulement du registre de la résistance à l'innovation ou au changement, ou de la crainte d'une dépossession du pouvoir lié aux fonctions qu'ils exercent. C'est quand même des objections auxquelles nous sommes confrontés régulièrement. Elles ne sont pas faciles à lever. Elles portent d'abord sur l'identité des habitants et des participants à ces processus. En quoi leur parole est porteuse de l'intérêt général? Quelles garanties sont données quant au fait qu'ils ne soient pas là pour défendre uniquement des intérêts personnels, des intérêts privés? Et comment se prémunir, là j'ai été surpris de cette question-là, d'une surreprésentation des associations, elles-mêmes perçues comme en perte de vitesse auprès des habitants par les élus. Deuxième objection, ça tient aussi à la durée de ces processus participatifs et à leur coût.
acculturer, former les habitants, parce que c'est essentiel de le faire avant pour pouvoir les mobiliser, hein, les faire discuter d'un aménagement qui ne relève pas de leur environnement immédiat. C'est toute une procédure qu'il faut mettre en place des voyages, des visites de leurs représentants pour voir ce qui se fait ailleurs, élargir leur horizon, développer toute une organisation de rencontres, de moments festifs, d'ateliers de travail. C'est de la logistique. Ça demande, enfin c'est ce qu'on fait à Rennes, des professionnels de l'ingénierie participative, des professionnels de l'intermédiation. Et cela suppose que maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre jouent vraiment le jeu. Et qu'il y ait des règles. On évoquait tout à l'heure le fait que participer, c'est bien, mais ne pas savoir ce qui sera fait de sa contribution est particulièrement démobilisant. Donc il y a là c'est des processus qui doivent être travaillés et qui doivent rassurer les habitants sur le sens de leur présence. Ça suppose de faire évoluer les processus de fabrication de la ville. Ça suppose d'intervenir auprès des habitants en amont, c'est-à-dire avant que tout soit dessiné et tout soit décidé. Autrement, ce n'est pas vraiment la peine. Ces objections, on les retrouve aussi également par rapport à la prise de risque, par rapport aux normes et aux règlements. Principe de précaution, crainte des recours en cas d'accident, droit des assurances, c'est vraiment tout un faisceau de contraintes qui est difficile à dépasser. On l'a vu, nous, dans l'exercice de création d'aires de jeu pour les enfants, en s'inspirant simplement des exemples berlinois. À Berlin, c'est possible, à Rennes, ça ne l'est pas. Voilà. Ou alors, il faut développer des trésors d'imagination pour biaiser, pour avancer. Alors, ces objections renvoient, et j'arrêterai là, renvoient enfin à la question de la ville pour qui. Enfin, ça a déjà aussi été évoqué, mais les typologies classiques des usagers, des espaces de proximité sont toujours pertinentes. Il ne s'agit pas de les remettre en cause entre les enfants, les juniors, les seniors, les familles, etc. Mais elles paraissent vraiment incomplètes. Comment peut-on prendre en compte, par exemple, les habitants qui sont des électeurs, pour reprendre la typologie de Vanier, Béard et Estève, et les circulants usagers de la ville. Juste pour citer un chiffre, 2 personnes physiques sur 3 qui utilisent les transports en commun à Rennes n'habitent pas dans Rennes Métropole. Donc la ville n'est pas que... et les espaces qu'on produit ne s'adressent pas qu'à ceux qui habitent à côté, quoi. Premier point. Deuxièmement, et vous l'avez déjà abordé, c'est comment on prend en compte ceux qui n'habitent pas encore la ville et ceux qui y habitent. Là aussi, un habitant rennais sur 3 n'habitait pas à Rennes 5 ans auparavant. Donc il y a un turnover énorme. Et donc, construire l'espace pour ceux qui sont là et qui ne seront peut-être plus là dans 5 ans, c'est une vraie gageure. Et plus globalement, comment on prend en compte les niveaux d'investissement différents des habitants par rapport à l'espace de proximité. Je vais reprendre une typologie de Francis Godard, mais entre les insulaires captifs, les insulaires de l'entre-soi, les navigateurs par choix et les navigateurs contraints, on voit bien que l'investissement sur l'espace de proximité ou l'espace public n'est pas le même, quoi. Évidemment, dans les quartiers sensibles, on a au moins une chance, c'est que la plupart, enfin une grande partie des habitants, je ne voudrais pas généraliser trop vite, sont captifs. Donc, ils s'intéressent à leur environnement. Mais si on veut que la fabrication de la ville s'adresse pas uniquement aux habitants de ces quartiers, la ville, c'est aussi tous les autres quartiers. Voilà, il faut essayer d'associer ce type d'usagers et d'habitants.